L'alchimie, rien que le mot, ça évoque des images de vieux grimoires, de laboratoires secrets, mais derrière cette fameuse quête de l'or, qu'est-ce qui se cachait vraiment? C'est ce qu'on va voir ensemble. La première image qui nous vient en tête, c'est presque toujours la même. L'alchimiste qui essaie de transformer du simple plomb en or pur. Un rêve un peu fou, un fantasme de magicien? Ou est-ce qu'il y avait une vraie logique scientifique derrière tout ça? Et pour comprendre leur logique, il faut voir à quel point tout était symbolique. Pour eux, cette transformation, ce n'était pas qu'une simple réaction chimique. Non, c'était un reflet de l'ordre cosmique. L'or, le métal parfait, était lié au Soleil, et le plomb, lourd, terne, était lié à Saturne. Le but du jeu, c'était donc d'accélérer un processus naturel, d'aider la matière à atteindre sa perfection. Et bien sûr, au cœur de cette quête, il y a cet objet de légende, la pierre philosophale. On disait qu'elle pouvait non seulement transmuter les métaux, mais aussi offrir l'immortalité. C'est l'image d'Épinal, celle qu'on a tous en tête. Oui, mais voilà, c'est là que ça devient vraiment surprenant. Si on gratte un peu ce vernis de mythe, on découvre un monde beaucoup plus concret. Un monde de fours, d'alambics et d'expériences très rigoureuses. Alors, comment il s'y prenait? Concrètement, on oublie un instant les grands traités philosophiques. En fait, une bonne partie des textes alchimiques, c'était de vrais manuels de laboratoire. Des sortes de livres de recettes remplis de procédures super détaillées. Tenez, écoutez un peu ça. C'est une recette tirée d'un ancien texte. C'est direct, c'est précis, on dirait presque une recette de cuisine. Aucune formule magique, juste une procédure chimique à suivre. On est assez loin du mage du sorcier, non? La séquence est limpide et logique. On met le mercure, on ajoute les réactifs, on attend. C'est une démarche expérimentale qu'on peut reproduire. Franchement, on se rapproche déjà beaucoup de la chimie moderne. Et leur champ d'action était immense. La transmutation, ce n'était qu'une facette de leur travail. En réalité, ils passaient leur temps à créer des alliages, à synthétiser les pigments pour les artistes, à concocter des remèdes, à distiller des parfums. Bref, ils étaient un peu les chimistes industriels, les pharmaciens et les ingénieurs de leur temps. D'ailleurs, ils ne visaient pas toujours l'or. Ils s'essayaient aussi à ce qu'on appelle l'argyropée. C'est l'art de fabriquer de l'argent, ou du moins un alliage qui lui ressemble. L'objectif était souvent très pratique et même commercial. Créer des matériaux qui sont à la fois utiles et qui ont de la valeur. Alors c'est vrai, leur langage pouvait être déroutant, mais il faut se remettre dans le contexte, ils n'avaient pas de classification standard comme la nôtre. Du coup, ils utilisaient des métaphores. L'aigle pouvait désigner le sel ammoniaque qui se sublime, qui s'envole. Le lion sauvage, une substance super corrosive. C'était un langage poétique pour décrire des réactions chimiques bien réelles. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils croyaient si fort à la transmutation? Pour le comprendre, il faut plonger dans leur vision de la matière. Et là, attention, c'est radicalement différent de la nôtre. Au cœur de leur théorie, surtout à partir du XVIe siècle avec Paracelse, on trouve ce qu'on appelle les tria prima, les trois principes. Il y a le soufre, qui représente l'âme, le côté combustible. Le mercure, c'est l'esprit, le côté volatile. Et le sel, c'est le corps, le côté solide. Pour eux, absolument toute matière était une combinaison de ces trois principes. Et ça, c'est le point crucial. Si toute chose est faite des mêmes principes, mais juste dans des proportions différentes, alors, ça veut dire qu'en modifiant ces proportions, on peut changer une substance en une autre. En purifiant le plomb, c'est-à-dire en rééquilibrant son soufre, son mercure et son sel, on pouvait, en théorie, le transformer en or. Ce n'était pas de la magie, c'était l'application logique de leur science. Et tout ça, ça nous amène à la question centrale. Est-ce qu'il faut vraiment opposer l'alchimie à la chimie? L'une serait irrationnelle et l'autre rationnelle. Aujourd'hui, les historiens des sciences ont complètement renversé cette perspective. L'image de l'alchimie magique est en train de s'effacer pour laisser place à la réalité historique. C'était tout simplement la science de la matière de son époque. Cette citation de l'historien Bernard Joly résume tout parfaitement. La distinction très nette qu'on fait aujourd'hui, elle n'existait pas à l'époque. Le mot alchimie, c'était juste le nom qu'on donnait à la chimie. D'ailleurs, pour éviter les jugements de valeur, certains historiens utilisent aujourd'hui le terme de chimie, avec un Y. Ce mot permet d'englober toutes les pratiques de l'époque, de la recherche de la pierre philosophale à la fabrication de médicaments, et de montrer qu'en fait, il s'agissait d'un seul et même champ de recherche. Donc, loin d'être une impasse ou une erreur de l'histoire, cette chimie a en réalité pavé la voie à la science moderne, et son héritage est juste immense. Quand on regarde cette chronologie, c'est révélateur. On voit une évolution, pas une rupture brutale. Paracelse pose ses principes. Robert Boyle, qu'on voit souvent comme le père de la chimie, était lui-même un alchimiste passionné. Et même Lavoisier, qui va établir les lois de la chimie moderne, il ne part pas de zéro. Il construit son savoir sur des siècles de techniques héritées de ses prédécesseurs chimistes. Alors, quel est le bilan? Les instruments comme l'alembic, les techniques comme la distillation, et puis, peut-être le plus important, la tradition de l'expérimentation, l'idée que la connaissance passe par la pratique. Tout ça, c'est un héritage direct de l'alchimie à la science moderne. Et ça nous laisse avec cette question pour finir.
Si on définit la science comme la tentative la plus rigoureuse d'expliquer le monde avec les outils d'une époque, alors l'alchimie, avec sa théorie des principes et sa pratique expérimentale, n'était-elle pas précisément cela, une science à part entière dont la chimie moderne est l'héritière directe? C'est une pensée qui invite peut-être à reconsidérer notre vision du progrès scientifique.